que 3 minutes. 3 minutes à vivre. J'attends simplement la balle qui délivre. Ça va? Derrière celui-là, c'est bon, j'ai. Vas-y, assieds-toi là. Ceux qui vont tirer, je ne sais rien d'eux. Vous êtes policier? Ok. Il est policier ce monsieur? Non, c'est un... Je leur ai dit qu'il était niqué. Vous avez honte, j'espère, un petit peu. Vous êtes fiers de votre métier. C'est pour ça que vous faites votre métier. Vous êtes fiers de vous. Les quelques instants, un manifestant a été blessé devant nos caméras, les policiers qui chargent pour faire... Les apparaîteurs, c'est les flics en civil comme les manifs, alors c'est eux qui cassent les vitrines, tout ça, pour laisser les ouvriers, les étudiants. Non, déconnez pas, on va se faire piquer. Plus que 2 minutes avant de mourir. Ceux qui vont tirer n'ont qu'à obéir. Tout ira si vite, je n'aurai pas mal. Ça tue d'un seul coup 12 bouts de métal. Là, ils ont ouvertement, directement tiré dans la foule et tiré autour de visage. Voilà, ce qui explique que j'ai reçu un tir en pleine tête, quoi. Donc là, c'était délibéré et il visait la tête. Quand le journaliste de BFM TV s'est pris un œuf cru, je précise bien un œuf cru sur la tête, tout le monde a fait un pataquès en criant on viole la liberté de la presse, on viole la liberté de la presse. Et quand des journalistes indépendants, je précise bien indépendants le plus souvent, se font shooter par la police, par les CRS, par les gendarmes mobiles, enfin on ne sait pas trop qui tire, mais en tout cas c'est des grenades lacrymogènes, des GLI-F4 ou des gaz de dispersion qui leur arrivent dans les jambes, comme ce week-end par exemple Nadège, une collègue qui a pris une GLI-F4 dans la jambe, elle a toute la jambe qui est bleue, personne n'en parle. Ça ne veut pas dire que c'est une vague positive qui le porte après une telle journée. Lâche tout ce que t'as lâché. J'en peux plus, moi, de tout ça. Qui nous laisse? On est en train de crever de faim. Tu m'entends, mec? Je te ramasse, tu m'entends? Médecin! Médecin! Ils sont là-bas. Tu veux l'évacuer quelque part? Laisse-le sur le côté, laisse-le sur le côté comme ça. J'avais plus de peur que j'avais de joie. On n'oublie jamais la première fois. Maintenant défilent des visages flous, de vagues
où certains s'interrogent. Est-ce que cela a été délibérément laissé ici? On écoute. Ça fait depuis 1 an, donc depuis le début du mouvement des Gilets jaunes et depuis le début des travaux ici à Place d'Italie. Tous les vendredis, on est averti par le préfet et par la mairie de Paris comme quoi qu'il faut qu'on mette le chantier en sécurité pour retirer tout ce qui peut être des projectiles, serveurs de projectiles et tout. Et comme par hasard, pour les 1 an des Gilets jaunes, rien n'a été fait. C'est le préfet qui a donné ordre à l'organisation Gilets jaunes de faire le départ à Place d'Italie. C'est le préfet lui-même, en son âme et conscience, qui savait très bien qu'il allait y avoir des débordements. Ou sinon, dès le départ, il aurait dû mettre des forces de police tout autour de la place, la ceinturer pour éviter que les gens accèdent sur les chantiers pour pouvoir prendre les projectiles. Ce qui n'a pas été fait. On a laissé les gens au milieu de cette place-là. Et une fois que ça a commencé à mettre le bazar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nassé tout le tour de la place. Et bien sûr, comme vous êtes nassé, plus personne ne peut sortir. Donc après, c'est monté en température, en pression, puis c'est devenu ce que c'est devenu, une vraie guérilla urbaine. Ce que je regrette en plus. Un homme est particulièrement la cible des critiques, c'est le préfet de police de Paris, Didier Lallement, car c'est lui qui a imposé la Place d'Italie comme point de départ de la manifestation. Convainquez pas, madame. Justement, oui, vous voyez, il n'y a pas de souci. Regardez ce que je fais. C'est pas nous. Mon oncle est mort, Oui, mes grands-parents et tout, d'accord, est-ce que tout m'a d'accord. Mais monsieur, j'habite le 13e, je suis parti à pied parce que vous avez arrêté les transports aux Champs-Élysées. Et on casse pas. Au bout d'1 an, j'ai jamais rien cassé. Mais on a vu des gens casser et la police ne rien faire. Non, mais franchement. Wake up, it's motherfucking game time. Nous ne pensons pas que l'Europe est une sorte de poudre de perlimpinpin. À Bruxelles, la Macronmania est en marche. L'Europe doit mener une politique d'élargissement pour une meilleure croissance. C'est ça, c'est la technique communiste. Pourquoi le communisme n'a pas marché? C'est parce qu'il n'y en avait pas assez. Et là, pourquoi l'Europe ne marche pas? C'est parce qu'il n'y en a pas assez. Il faut faire rentrer d'autres pays alors que ça ne marche pas déjà avec ceux qui sont dedans. Donc je trouve ça assez curieux comme raisonnement. Question d'Internet, selon lui, quel est le pays qui a les réglementations les plus strictes? Bon, je pense que c'est l'Europe. Ça reste l'Europe malgré tout. L'Europe, c'est pas un pays. Non, mais la réglementation aujourd'hui, elle est européenne. Il n'y a plus de pays en Europe d'ailleurs, ça n'existe plus les pays en Europe. Quel est aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut décider encore localement en France? La France n'a plus de monnaie, bientôt on n'aura plus d'armée, quasiment plus d'industrie. Enfin, qu'est-ce qui nous reste en termes de souveraineté en France, quoi. Un pays, normalement, ça peut battre monnaie. Et ça a une armée pour se défendre. Et ça commerce avec d'autres pays à côté qui le reconnaissent en tant que pays. Donc, on dit qu'il est souverain. En France, on ne peut plus battre monnaie. Vous savez, le mouvement des Gilets jaunes est vraiment dû à cette mascarade absolument phénoménale de la Banque centrale qui, vous voyez, là on se parle, la conférence de presse vient de se terminer à Francfort, de M. Draghi qui, bien qu'il avait promis d'arrêter la fausse monnaie, la planche à billets au 31 décembre de l'année dernière, eh bien ils ont décidé d'en remettre une couche, je crois que c'est 30 milliards tous les mois, enfin bon, je veux dire autant donner 1000 euros ou 2000 euros à chaque citoyen de Nancy, de Metz, etc. Pourquoi le donner uniquement aux plus riches? C'est la plus grande mascarade, vous assistez à la plus grande escroquerie économique au seul profit des ultra-riches. Je précise, je ne suis pas France Insoumise, hein. je précise bien, parce que Mélenchon ne tape pas trop sur les banques et sur la fausse monnaie, hein. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien a priori. J'ai entendu que M. Macron recevait Mme Merkel à Toulouse, je crois, pour parler de la souveraineté européenne. Comment on peut parler de souveraineté européenne? L'Union européenne est un agglomérat de nations, mais elle n'est pas un pays. Mais certains vont me dire, vous êtes nationaliste, vous êtes contre l'Europe.
Je réponds oui, dans ces conditions, je suis nationaliste parce que je suis patriote. Travailler à 12 ans pour toucher une malheureuse retraite de 700 € par mois. Comment voulez-vous vivre avec ce qui nous prend maintenant? C'est pas possible. On peut plus vivre, les vieux, il faut qu'on meure. Une dame qui a une retraite de misère. 770 €. Écoutez, prenez exemple. 770 €. La solidarité. C'est une honte. Oui, c'est une honte. Un loyer de 600 €. Ah oui. Et je suis tout cœur avec vous, messieurs. Je pleure quand je vous vois à la télé. Je pleure. Vous nous faites chaud au cœur. Merci. Je suis là pour ça, monsieur. Ça nous touche. Oui. Et là, vous voyez, je vais chez moi à pied. On m'a volé ma voiture, donc je vais acheter mes courses quand même. Vous irez au bout de la réforme des retraites? J'ai pas l'habitude de m'arrêter en chemin, en général. Salaud pauvre. Mais les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Le gouvernement serait-il en train de reculer sur les retraites? Il y avait évidemment ce cortège des anciens salariés de Whirlpool qui, pour beaucoup, ont perdu leurs emplois. Ça a donné lieu à une séquence assez tendue. Regardez justement la remise de cette lettre à la préfète. Le moindre des choses devant les caméras quand même. Je vais lui remettre le pied. Ouais, mais. Elle peut pas venir. Je peux aller lui remettre, c'est juste. Je vais vous le prendre, monsieur. Allez-y alors. Merci, monsieur. Descendez. Monsieur. La Oh là 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 là. La pente des ondes. Regarde, ça descend pas de l'auto. Oh là là. Et on a compté plus de 22 personnes qui ont été éborgnées, 5 qui ont été mutilées et plus de 3000 condamnations ont été prononcées à la suite des différentes manifestations. Alors, pourquoi le gouvernement n'a pas apporté une réponse globale, par exemple en augmentant fortement le SMIC? Eh bien, la réponse est malheureusement assez simple. C'est le problème de la compétitivité. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette question de compétitivité? Eh bien, on retrouve un vieil ami, si on peut l'appeler ainsi, l'euro. Et on voit que la France est dans une situation, du fait de l'euro, de surévaluation de son système productif, alors que l'Allemagne, qui est, faut toujours le rappeler, notre premier partenaire, autrement dit, notre premier fournisseur, mais aussi notre premier client, elle bénéficie d'une sous-évaluation qui peut aller de 15 à 27%. Autrement dit, l'écart entre nos deux économies, il est de 26 à 43%. C'est énorme et c'est la raison pour laquelle, si on ne remet pas en cause ce système qui, pour rappeler les mots qu'a utilisé notre président, ce système qui profite essentiellement à l'Allemagne, et ça on le voit, eh bien, il ne peut pas y avoir de réponse du gouvernement aux revendications des Gilets jaunes. Si nous devenions capables d'instituer le RIC, et si nous trouvions les élus qui nous permettent d'incorporer dans notre Constitution un RIC digne de ce nom, les institutions européennes nous empêcheraient d'appliquer ces RIC. C'est-à-dire que les règles européennes, les règles européennes sont supérieures aux règles françaises. Hein, oui, mais... Et donc nos RIC, en fait, n'auraient pas de valeur supérieure aux règles européennes. Et en fait, il faudrait d'abord sortir de l'Union européenne et ensuite faire le RIC. L'Union européenne ne nous laisserait pas faire, je pense. Hein, il y a du vrai là-dedans. À mon avis, il faut sortir de l'Union européenne. Hein. Ah, ça, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Sûrement pas. Ou il faut changer l'Europe. Est-ce que vous connaissez les règles de révision des traités européens? Il faut plusieurs fois l'unanimité des 28 pays, ou 27 bientôt, il faut l'unanimité des pays pour changer une virgule. Vous imaginez bien qu'il y a plein de gens qui ne veulent plus rien changer à l'Union européenne. Et donc, on ne peut pas changer. Si on connaît les institutions, on sait qu'on ne peut pas la changer, l'Union européenne. On a 9 milliardaires qui ont acheté tous les journaux pour nous mettre la tête à l'envers et pour nous dissuader de faire ça. On nous dit tous les jours que ceux qui sont contre l'Union européenne sont des racistes, des xénophobes, des repliés sur eux-mêmes, des aigris, et que nous allons tous mourir. Retenez bien, retraité 1200 pour 45 années de travailler, on le contrôle à un arrêt de bus. On lui prend son gilet jaune dans le sac et on lui met une amende de 135 €. Merci la police et le gouvernement.
Rhétorique, les trois piliers de la persuasion. Logos, ethos, pathos. Logos, c'est la logique du discours, toujours du point de vue de l'auditoire. Cette logique est généralement différente de celle de l'orateur. Il faut donc travailler pour rendre les arguments pertinents, en intégrant la vision du monde, les douleurs et les problèmes de l'audience. Un bon argument, c'est comme de la bonne musique. La bonne musique suit certaines règles de composition. Les bons arguments suivent des règles de logique. Ça fait sens pour le public. Ethos, c'est la réputation, ce pourquoi vous êtes connu, la crédibilité. Avez-vous l'air professionnel et agissez-vous comme tel? La confiance, vos motivations sont-elles claires? Montrez-vous à celui qui vous écoute que vous vous souciez davantage de lui que de vous-même. L'autorité, êtes-vous à l'aise? Votre message est-il concis, porté par une voix claire et forte? Pathos, c'est l'affect. Les histoires sont un outil efficace et humain pour créer un lien émotionnel. Parfois, le public n'est pas prêt à entendre un message. Un orateur doit créer l'environnement émotionnel adéquat pour sa communication. Voilà, encore là ici qui arrive là, donc là ici en cagoulé. Donc tout ça là, ce que vous avez devant vous là, donc c'est des soi-disant Black Blocs. Là, vous avez la vérité devant vous. Là, c'est pas la BFM qui vous raconte. Là, vous voyez bien, voilà, aucun signe de distinction. Donc ils se font dans la masse et ils foutent le bordel. Voilà, encore une là, tous, voilà. Un caillou à la main, regardez, il y a un caillou à la main. Un caillou. Regardez le caillou à la main. Il veut protéger les enfants des personnes potentiellement dangereuses. Emmanuel Macron s'est directement adressé aux enfants. Pour lui, la première solution contre la maltraitance doit rester la parole. Quand quelque chose vous heurte, vous rend malheureux, il faut le dire. Le dire à vos proches, le dire à vos maîtres, à vos enseignants, le dire à vos amis. Je ne sais pas. Alors moi, on me dit toujours, quand on fait de longues études, c'est qu'on est hyper intelligent. Ouais. Mais excusez-moi, mais moi, je finis vraiment par en douter. Et de me dire que finalement, ma chère Amélia, t'as pas fait de longues études, mais heureusement pour toi, parce que ça empêche les gens de réfléchir.